Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction logicielle avec la technologie Microsoft.net. On est le 25 janvier 2006, deuxième émission de la nouvelle année 2006. On est présentement dans les bureaux de Connexio à Montréal. Je suis avec mes deux comparses, Guy Barrette, Éric Côté. Bonsoir Mario. Bonsoir Mario. Ça va bien? Ça va très 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 bien. Et toi Mario? Super bien. Guy, tu travailles sur quoi ces jours-ci? Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur quoi tu travailles. Ouais, c'est super le fun. En fait, je suis en train de monter un cours d'une journée pour Technologia, le centre de formation Technologia. C'est un cours sur Team System, Team Foundation Server. C'est un cours d'une journée où on va parler, là, en fait, c'est un cours qui est destiné non pas aux développeurs, mais plutôt aux gestionnaires. Donc, c'est pour expliquer aux gestionnaires c'est quoi les avantages. En fait, le titre, c'est comment améliorer les processus avec Team System et Team Foundation Server. Technologia qui... moi, je retravaille pour Technologia. Là. J'ai fait des cours pour eux en décembre. J'en donne ce mois-ci. Puis, ils ont une panoplie de cours intéressants. Entre autres, demain, pour les 2 prochaines journées, moi, je vais donner un cours sur le refactoring. Pour ceux qui, donc, comment on peut retravailler toutes nos classes. Des cours avancés en orienté objet. C'est vraiment plus, en tout cas, un des endroits où j'ai de l'expertise. Outre ça, Éric, je pense toi aussi tu fais quelque chose d'intéressant. On est vraiment dans la formation. Janvier, le mois de la formation. Définitivement, je suis en train de préparer présentement une formation sur la sécurité. Et récemment, j'ai donné un cours sur les web services incluant la sécurité avec WSE 3.0. WSE, comme ils l'appellent en anglais, c'est pour Web Service Extension. C'est les extensions de Microsoft pour sécuriser de façon standard les différents web services. S'il y a des gens qui s'intéressent, on a déjà fait une émission sur les WSE, justement, sur les web services. Exactement, mais là, ça fait tout drôle de comme l'explorer de l'autre côté. Et aussi, là, j'ai travaillé avec la nouvelle version. La dernière fois, on était encore sur WSE 2.0. Et toi, tu donnes tes formations chez Connexio. Oui, exactement. Je donne des formations chez Connexio comme à chaque mois. Tout à fait. Outre ça, on fait pas juste la formation. Moi, je suis en train de terminer un système, puis j'imagine, Guy, t'es dans le même processus. Là, c'est aussi des discussions avec des clients potentiels pour des contrats. En fait, vous cherchez de l'expertise, oui. là. Vous pouvez nous embaucher. www.net-expertise.com. Ceci étant dit, revenons un peu au but de l'émission. Avec nous ce soir, notre invité, Étienne Tremblay. C'est le fun d'avoir un invité en studio parce que les 2 dernières émissions, c'était des pré-enregistrements qu'on avait fait dans d'autres occasions. Donc là, on a un vrai invité avec nous. Salut Étienne. Bonsoir les gars. Salut Mario. Ça va bien? Oui, ça va super bien, vous autres? Oui. Étienne, en plus, tu s'en viens un habitué, là, c'est ta 2e émission du talk show. En effet. Donc, peut-être là, les gens les gens qui viennent nous visiter vont commencer à dire combien est-ce qu'il y a eu de fois que les gens sont venus. Donc là, toi, tu es rendu à ta 2e... Tu nous avais parlé de Team System la première fois avec, je pense que c'était Beta 1 à l'époque, là, qui était tout chaud de nouveau. Ça fait déjà 1 an de ça. Là, on va parler d'un autre sujet ce soir, la virtualisation. Absolument. Puis moi, quand j'étais à l'époque, quelques mois, à un moment donné, je disais, ce serait le fun que tu reviennes faire un talk show. Puis je te disais, la virtualisation, il me semble que c'est un sujet on n'en parle pas assez. Puis mais c'est j'ai surtout pas eu besoin de te convaincre beaucoup parce que t'es vraiment au cœur de ça. Hein. Absolument. Puis c'est surtout que la dernière fois, justement dans cette conversation-là qu'on a eue il y a une couple de mois, t'étais pas sûr si, dans le fond, c'était une bonne idée de se servir de la virtualisation pour faire du développement. Donc, je t'avais un petit peu convaincu, je pense, à l'époque, puis ça t'avait allumé pour faire un sujet pour le talk show. Donc, on va parler un peu des points que je t'avais passés là, pour te convaincre. Tout à fait. D'ailleurs, dans les courants d'émission, je pourrais amener, moi, mes arguments que tu défaisais au fur et à mesure, puis ça va peut-être permettre à certaines personnes qui pourraient être au même point où moi j'en étais à ce moment-là, de faire le même cheminement que j'ai fait à l'époque. Nous allons démolir tes arguments, Mario. Ah, tout à fait, c'est correct. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, donc je suis prêt à ce qu'on change mes perceptions, pas de problème. Juste avant de continuer, Mario, on pourrait peut-être parler du tirage de l'émission d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, surtout que toute la formule du tirage, en tout cas pour les 3-4 prochains mois, ça va être étendu. Actuellement, on avait un tirage par émission, ce qui est toujours le cas.
On va avoir toujours le tirage. Plutôt qu'être un livre, cette fois-ci, on va faire tirer un abonnement à la revue Level Extreme. Oui, levelextreme.net, qui est un magazine en ligne qui est disponible. C'est lancé par les mêmes gens qui ont lancé Universal Thread, qui est un site là où on peut discuter de technologie.net et autres. En fait, c'est la communauté Fox Pro la plus importante au monde, Universal Thread. Donc, il y a un magazine qui s'appelle Universal Thread Magazine qui focus sur Fox Pro. Et les gens de Universal Thread ont lancé un nouveau magazine qui s'appelle Level Extreme, où on va couvrir tout ce qui est aspect.net. Tu dis on va couvrir parce que t'es un des collaborateurs de ça. Oui. En fait, tous les mois, je fais une critique de 2 livres qui couvrent un sujet sur .NET. Là, ça peut être SQL, ça peut être le C# VB ou des techniques de programmation. Donc, nous, à chaque émission, on va faire tirer un abonnement. Un abonnement, parce que c'est un magazine avec un abonnement payant. L'abonnement est vraiment pas cher, mais il y a quand même un coût d'abonnement qui est 20 $. Alors, on va faire tirer un abonnement à toutes les émissions. Si ça vous intéresse, vous venez sur notre page, la page principale de Visual Studio Talk Show, puis vous avez toujours un endroit où vous pouvez inscrire votre adresse email puis nous contacter. Et en plus, c'est ça qui est formule un peu spéciale pour les tirages pour d'ici avril. De tous les gens qui vont s'inscrire, on va faire un grand tirage en avril pour quelqu'un qui pourrait gagner une inscription gratuite à la conférence DevTeach. Oui, DevTeach qui aura lieu au mois de mai cette année à Montréal. Donc, DevTeach qui est une conférence internationale où on a des conférenciers là, d'un peu partout au monde. Canada, États-Unis, Europe, qui va couvrir tout l'aspect de technologie.net, l'aspect d'architecture, l'aspect aussi de SQL Server. Puis ça, c'est une conférence qui va durer dans la semaine, mais c'est 3 jours. C'est 3 jours, oui. Puis, c'est un prix de plus que 1 000 $. Un peu moins de 1 000 si les gens achèteraient ces jours-ci leur inscription, mais à la fin, là, ça coûte plus que 1 000 $. C'est un beau prix, une belle inscription d'à peu près 1 000 $ là, pour DevTeach. Donc, les gens qui organisent DevTeach nous offrent ça. Malheureusement, par contre, ils n'offrent pas l'avion ou l'hébergement. Donc, si vous inscrivez et vous voulez gagner, soyez conscients que vous avez quand même peut-être des frais si vous venez d'Europe ou d'autres endroits dans le monde. Et peut-être une dernière chose, je crois qu'on va faire un enregistrement durant le DevTeach. Oui, on est en train de planifier ça. Faut pas vendre la mèche. Ah, OK. Étienne, on va faire la formule habituelle. Commencer avec ta biographie. D'accord. Des fois qu'il y a des gens qui n'auraient pas écouté l'émission l'an dernier. Puis en même temps, il y a des choses de nouveau qui sont passées dans cette année de ton côté. Tu travailles toujours chez EDS. Absolument. Dans le groupe Next Generation Technology. Oui, les noms de groupe changent, mais c'est essentiellement la même job. Donc, puis tu continues à essentiellement être leur expert sur Team System pour aider la grande organisation EDS à pouvoir déployer des environnements de développement Team System pour leurs projets. C'est tout à fait ça. Une job que beaucoup d'auditeurs aimeraient avoir, j'en suis persuadé. Ben, c'est pas pire, hein? Il est payé, lui, pour se faire former puis être toujours à l'avant-scène de ce qui se passe côté Team System. Ah, dur métier. Dur métier. Voyage beaucoup, par contre, hein? Je voyage beaucoup. L'année passée, tu vois, j'ai fait, de toute mon année, j'ai peut-être fait à peu près 35% de l'année, peut-être proche de 40% de voyage. Donc, j'étais en ville peut-être 60% du Oui, temps. souvent. T'es à Redmond à peu près une fois par mois, quelque chose comme ça? Ouais, j'étais allé à Seattle 2 fois. Tu vois, le mois prochain, je m'en vais en training sur WinFX. Il y a un training spécial pour les partners. Donc, tu te retrouves en Angleterre pour aider à des j'étais allé 2 fois en Angleterre pour des déploiements. Puis, dans le courant de l'année, tu as même reçu l'honneur de Microsoft d'être nommé MVP sur Team System. Tout à fait. Donc, ce qui démontre que tu connais assez bien le produit. Oui, ça fait pas mal, proche de 2 ans là, que je suis avec l'équipe de produits puis que je leur donne beaucoup de feedback. Donc, ouais. Donc nous, on était très fiers quand on a su que tu avais le MVP Team System. Je vous en remercie. Outre ça, bon, tu as quand même plus de 14 années d'expérience en développement de logiciel. Donc, t'es pas nouveau en développement de logiciel. Non, j'en ai vu d'autres. Le sujet qu'on veut discuter ce soir, c'est virtualisation. Mm-hmm. Étienne, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de virtualisation? Ça veut dire quoi, ça? Pour quelqu'un qui serait vraiment un newbie, là, qui n'a jamais entendu même le mot, là, qu'est-ce que
Comment on pourrait décrire ce qu'on veut dire par virtualisation? Donc la virtualisation, c'est l'idée de rouler, émuler, dans le fond, une machine, donc un ordinateur, mais de façon logicielle. Donc, au lieu d'avoir à acheter du matériel physique, donc un ordinateur, un motherboard, un processeur, tout ça, ben on utilise un logiciel, on nommera les produits plus tard, là, mais on utilise des logiciels pour faire l'émulation d'un PC en mémoire, dans le fond. Puis, si on revient un peu dans l'histoire, c'est pas nouveau la virtualisation, mais ça a été plus familier peut-être au grand public. Pour un des premiers types de virtualisation, c'était les gens qui avaient un Macintosh, puis à cause qu'au travail, ils travaillaient sur un PC, il y avait besoin de rouler des applications sur PC. Il y avait un produit il y avait des produits qui ont été développés sur Macintosh, entre autres qui s'appelait Virtual PC, qui essentiellement faisait en sorte que sur ton Mac, tu te retrouvais à avoir l'équivalent d'une machine virtuelle d'un PC, puis là, tu pouvais installer un DOS ou un Windows, puis après ça, installer le logiciel de la compagnie. Par exemple, faire ton entrée de données là, dans le système Windows. Par exemple. Qui était écrit donc dans une application Windows que tu ne pouvais pas rouler sur ton Mac, effectivement. Oui, mais il faut que je fasse une petite parenthèse. À l'époque, Virtual PC, quand il roulait sur le Mac, il virtualisait pas, il faisait de l'émulation. Alors, ça, c'est une grosse différence, même si à l'époque, il fallait que chaque instruction soit transformée de PC à Mac. Très bon point. On va tout à l'heure clarifier les nuances. Mais disons que pour le grand public, c'était la première fois qu'on se rendait compte, pour les gens qui sont peut-être moins familiers, que finalement, émuler une machine virtuellement, ça se faisait. Absolument. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les processeurs qui sont de plus en plus puissants, parce que quand tu n'avais pas de puissance, mettons que c'était pas une grande préoccupation d'émuler, on essayait juste de faire rouler nos logiciels puis d'avoir de la vitesse. Absolument. Mais on s'en rend compte, aujourd'hui, on a des P4, on a beaucoup de mémoire. Donc, nos ordinateurs, 80% du temps, ils font rien. C'est vrai. Puis, il y a des besoins que la virtualisation permet de satisfaire. Donc, il y a quelques années, Microsoft est allé acheter une compagnie, justement, qui avait une certaine expertise pour créer un groupe chez eux pour avoir, justement, une ligne de produits de virtualisation. Mm-hmm. On va nommer, d'ailleurs, les deux grosses compagnies. Tu as Microsoft d'un côté, puis tu as VMware. De l'autre côté, oui. Qui est un compétiteur, qui, depuis, une dizaine d'années, qui sont dans... VMware, c'est au moins une dizaine d'années, si pas plus. Là, OK? Ils ont puis les deux majeurs, donc Microsoft et VMware, ont deux gammes de produits. Ils ont un produit Workstation, donc un produit là, pour le poste de travail, puis ils ont un produit serveur. Okay? Donc, chez Microsoft, c'est Virtual PC 2004, c'est la version Workstation. Puis Virtual Server 2005 qui est rendu R2, donc une nouvelle version qui est rendue R2. Ça, c'est pour le côté serveur. Chez VMware, c'est VMware Workstation qui sont rendus à 5.5, je pense. Et puis GSX, je ne sais pas la version GSX. Il y a une version GSX puis une version ESX. Donc, ils ont deux produits serveurs. C'est ça. Mais tout ça pour dire, juste pour situer aussi pour nos auditeurs, le leader, c'était VMware. C'est toujours VMware. C'est-à-dire, c'est lui qui est en avance. Et Microsoft est dans une situation de rattrapage, comme ils font souvent. Microsoft, c'est vraiment un innovateur. C'est dans le fond, je pense que je l'avais dit même à l'autre émission, Microsoft, c'est les Japonais de la technologie des logiciels, dans le fond. Ils prennent ce qui est fait, qui fonctionne, puis ils l'améliorent. Puis, pour leur rendre quand même justice, il y a quelques lignes de produits où là, ils sont vraiment des innovateurs. BizTalk est à une de ces lignes de produits-là. Mais c'est pas, mettons, le modèle où est-ce qu'ils sont habitués. Pour eux, il y a beaucoup d'apprentissage dans ce modèle-là. Mais le modèle où est-ce qu'ils courent après un compétiteur puis sont capables de regarder les fonctionnalités, sont pas mauvais habituellement. Ils sont très bons là-dedans. Ils ont surtout beaucoup de ressources financières, ça l'aide. Mm-hmm. Mais VMware, jusqu'à ce jour, tient leur bout. Hein. Mm-hmm. Ils ont des stratégies aussi en offrant les runtime. En tout cas, la traduction d'une runtime, ça serait... un runtime. Ils ont une version qui s'appelle le VMware Player, qui est une version gratuite pour pouvoir rouler des machines virtuelles sans pouvoir vraiment les créer. Les modifier, oui. Tout à fait. Donc, vois-tu, eux autres, ils prennent le terme player. Donc, un lecteur de machines virtuelles. Au même titre qu'Adobe Reader, ça lit des PDF, ça lit des machines virtuelles. Ça les exécute aussi, toutes. Tu as toutes les fonctionnalités, sauf que tu peux pas les modifier. Et tu peux pas en créer non plus. Puis si je me trompe pas, ce lecteur gratuit-là que VMware offre, il lit même les machines virtuelles créées par Microsoft Virtual PC. Oui, absolument. Donc, eux autres, c'était vraiment une stratégie de... Microsoft veut nous compétitionner, mais on se laissera pas manger la laine sur le dos. Donc, ils tiennent leur bout. Puis, je sais que il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par VMware. Puis, quand tu repars des produits Microsoft, ils sont assez rébarbatifs.
Personnellement, ce que je sais juste, c'est qu'avec le temps, je m'attends à ce que Microsoft, tranquillement pas vite, égruge des parts de marché avec des stratégies de mise en marché. Puis, ultimement, on peut s'attendre que, pas que VMware va disparaître, mais que les deux compagnies vont être deux grands joueurs dans l'industrie. On parle de virtualisation, Étienne. Les gens ont sûrement entendu parler de la machine virtuelle Java. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que c'est la même chose ou c'est vraiment des technologies qui sont vraiment complètement à l'opposé? Bien, les machines virtuelles, d'ailleurs, .NET, ça roule aussi dans une machine virtuelle. Le CLR, c'est une machine virtuelle. C'est des machines virtuelles logicielles donc qui interprètent et puis aussi sont compilées là, pour exécuter du code. Ça n'a pas du tout une émulation hardware. Okay? Donc, c'est un environnement d'exécution. C'est un environnement d'exécution. Les machines virtuelles dont on parle actuellement là, depuis tout à l'heure, ça, c'est vraiment pour émuler un autre ordinateur. Donc, il faut bien faire la différence ici. Là. C'est deux technologies qui sont complètement différentes. Qui est un environnement d'exécution pour des logiciels, puis l'autre qui est un environnement d'exécution pour des environnements OS. Oui. On pourrait faire la distinction là-dessus. Une machine Java ou le CLR, le runtime.net, ça va exécuter des applications qui ont été compilées, par exemple, pour .net. Tandis que dans l'autre cas, les VMware de ce monde, ça va installer des systèmes d'exploitation, puis ensuite, ben là, tu peux installer autant d'applications. Ouais, tu peux même rouler ton application .NET ou Java dans ta machine virtuelle. Ouais. Au niveau de la machine virtuelle, on a parlé des deux grandes compagnies. Pourquoi ça pourrait être intéressant pour les développeurs de se préoccuper des machines virtuelles? Oui, il y a plusieurs raisons. Je vais t'en lister quelques-unes. Là. Parfait, allons-y. Si tu veux, le bénéfice le plus intéressant pour moi, c'est de pouvoir installer une machine virtuelle, dans la machine virtuelle, un environnement qui est spécifique à ton client. Okay? Donc, vous êtes tous des consultants ici. Moi, mon titre chez EDS, c'est consultant senior. Donc, moi aussi, je fais de la consultation auprès de clients d'EDS. Et puis, chaque client a son environnement privilégié. Okay? Dans notre jargon, nous autres, on appelle ça des COE, qui est des Consistent Office Environment. Okay? Donc, c'est des environnements que ton client, puis tout le monde est pareil. Quelque part, là, chaque client, ben moi, je roule Windows XP, SP1 avec 40 patchs, puis le .NET Framework, pas d'SP1. Okay? Donc, on a tout un environnement spécifique qui nous est donné par notre groupe de technologie qui dit ça, c'est l'environnement que tu dois rouler. Donc, nos postes clients sont tous comme ça. Okay? Donc, si on développe une application pour un environnement comme ça, il faut qu'on roule dans cet environnement-là. Il faut qu'on développe dans cet environnement-là. Parce que nous autres, en tant que développeurs, on roule tout notre poste de base. On installe à peu près n'importe quoi. Tout à l'heure, Eric me disait moi, je viens d'installer WinFX sur mon poste. Là, je l'ai regardé en voulant dire c'est beau, tu n'as pas mis dans une machine virtuelle. Il dit non, j'ai mis ça direct sur mon poste parce qu'il faut que ça roule plus vite. OK. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, ce que je me dis en tant que développeur, tu peux mettre ce que tu veux sur ton poste de base, mais dans ton environnement de développement pour ton client, il faut que ça soit exactement comme l'environnement du client. Ce que la virtualisation te permet de faire. Parce que tu peux monter une machine virtuelle exactement comme l'environnement client. Et à ce moment-là, quand tu développes, tu peux tester exactement dans cet environnement-là. Puis quand tu vas déployer ton application, ça devrait fonctionner puisque tu as tout développé dans le même environnement que les clients ont. Donc, premier avantage, puis selon toi, l'avantage majeur, c'est de isoler les plateformes de développement. Si, par exemple, là, on parle de clients pour un consultant, mais pour une organisation, par exemple, une grande compagnie financière, elle, ce serait peut-être juste de dire, je veux isoler l'environnement de développement de l'environnement usuel, journalier de mon développeur, parce que il y a 10 minutes, il est peut-être allé sur un site, puis il y a eu un virus ou quelque chose qui s'est installé localement sur le système d'exploitation. Puis moi, quand il est dans sa machine virtuelle, je sais que ça, c'est barré, puis c'est pas possible pour de venir modifier cet environnement-là. Absolument. Puis écoute, moi, je suis tout à fait d'accord que les développeurs installent ce qu'ils veulent sur leur poste de base. Je te dis pas, là, on va tout casser les départements de IT puis leur dire non, laissez vos développeurs faire ce qu'ils veulent. C'est pas exactement ça que je dis. Par contre, en tant que développeur, écoute, tu veux essayer des affaires, t'as pas le choix. Puis, t'as deux méthodes de faire ça. Une méthode, c'est de te faire une machine virtuelle puis de mettre n'importe quoi dedans pour l'essayer.
Tu peux faire ça aussi. T'as l'autre revers, OK? Tu peux dire, mon environnement de base, je le touche pas. C'est l'environnement que le corporate m'a donné, puis ça change pas. Puis, je vais me faire une machine virtuelle, puis je vais installer n'importe quoi dedans pour le tester. C'est souvent... Ce qu'on appelle le sandboxing, l'isolation Voilà. du processus. Beaucoup de gens ont été familiarisés avec les technologies de virtualisation, justement parce qu'il y avait cet autre besoin-là. Il existe une version bêta ou alpha d'un produit que Microsoft, par exemple, sort. Je voudrais voir comment ça fonctionne, mais je veux pas détruire mon environnement, donc je vais l'essayer dans une machine virtuelle. Absolument. Ça c'est moi, je fais un peu des deux. Ok, je te dirais que ça fait presque 2 ans que je travaille avec Team System. J'ai évidemment pas installé Team System sur du hardware. Là. Donc moi, c'est pour ça que j'ai un peu une grosse expertise dans la virtualisation, parce que je suis un des premiers d'ailleurs chez Microsoft qui avait réussi à virtualiser Team System. Donc quelque part, c'est cet environnement-là que j'utilise, moi, pour tester ces technologies bêta-là. Okay? Donc, j'utilise la virtualisation pour tester le Team System, puisque c'est la meilleure façon, parce que j'ai besoin souvent de 2 serveurs et tout ça. Donc, j'ai pas nécessairement cet équipement-là, moi, à portée de main. Là. Donc ça serait une autre raison, peut-être pas la raison la plus valable, mais quand même non négligeable. Toutes les versions alpha, bêta qu'on veut se protéger, on peut utiliser une machine virtuelle. Absolument. Puis c'est très bon aussi pour donc tester des patchs. Moi, où j'étais convaincu pour les machines virtuelles, il y avait une troisième raison, c'était tous les environnements d'essai. Mm-hmm. Par exemple, pour faire les essais fonctionnels, avant même faire les essais d'acceptance avec le client. Puis surtout quand tu bâtis des applications distribuées, des applications d'entreprise, tu as 3, 4 serveurs qui doivent communiquer entre eux. Tout virtualisé, moi, je voyais les bénéfices total. Donc tu peux même virtualiser le réseau, donc. Tout à fait. Tu peux virtualiser ta configuration maintenant, là, de nos jours, là, sur un laptop. Donc, ton laptop de développement ou ton poste de développement, que ce soit un laptop ou un desktop, s'il y a les spécifications requises, si tu veux, donc au moins un minimum de 2 gigs de mémoire plus un bon paquet de On va disques, revenir plus, sur ce que ça prend pour rouler une machine virtuelle. C'est Imaginons là, qu'on a de la performance d'azimut, de la mémoire d'azimut, donc c'est possible de rouler des machines virtuelles. C'est possible de rouler tout ton environnement sur une boîte. Donc, tu peux, comme Eric le disait tout à l'heure, sandboxer ton environnement de développement avec plusieurs tiers. Puis des tiers, c'est pas nécessairement des tiers logiques comme des tiers physiques, donc une machine, sur une même boîte. Puis là, tu n'es pas à la merci de personne. Puis tous tes développeurs peuvent avoir le même environnement puis tester leurs propres affaires. Donc, ils n'affectent pas personne non plus. Mais ils ont aussi tout l'environnement. Parce que moi, j'ai vu ça souvent dans les grosses organisations où les plateformes de tests de développeurs, c'était toujours un quart ou la moitié de ce qu'il y avait vraiment parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter cette machine-là, donc les ressources sont toujours limitées. Puis surtout, ce type de machines-là, ils sont utilisés moins que 10% du temps parce que des essais fonctionnels, t'en fais pas à journée longue. Donc, justifier l'achat, par exemple, de déployer un serveur Exchange parce que tu as une interaction avec ce type de serveur-là, par exemple, ben là, c'était difficile de justifier. Tandis que dans l'autre cas, c'est je le montre à une machine virtuelle, puis à quelque part, même si j'utilise juste 10% du temps, la machine, elle va me servir à faire autre chose parce que j'ai d'autres machines virtuelles que j'utilise. Puis dans les environnements classiques où est-ce qu'on a un serveur de test, où est-ce que tous nos développeurs se pluguent sur ce serveur de test-là, bien là, il y a un qui fait un test, il met ses affaires. Là, l'autre arrive à faire un test, ça marche pas. Pourquoi? Excuse, tu as modifié telle affaire. C'est très difficile si tu veux, d'être sûr de ton environnement de test. De dire, je veux tester ça, puis le reste, il faut que ça soit qu'est-ce qu'il était avant, puis je mets mon petit changement dans le mix. Ça demandait au gestionnaire de projet de gérer les concurrences, de dire, tel jour c'est toi, tel autre jour, puis on sait que les tests, des fois, c'est toujours plus long, puis on a connu ça. Donc là, les machines virtuelles, ça a ce bénéfice-là, puis moi, j'étais vendu pour les machines virtuelles pour cette raison. Pour moi, c'était ça la raison principale. Il y a aussi le support des applications. Là. Dans une autre vie, je travaillais chez une compagnie de consultants qui s'appelle Neuron, et puis on avait des dizaines et des dizaines de projets. Puis, lorsqu'on venait le temps de supporter, par exemple, une application qui avait été écrite il y a quelques années, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait monté toutes les images de la machine virtuelle. Des environnements complets en machine virtuelle, de sorte que lorsqu'il y avait, par exemple, un bug ou une correction à faire, le développeur, lui, il allait chercher les bonnes machines virtuelles. Il partait ça sur son PC, faisait les modifications, puis ensuite déployait le code. Parce que pour avoir eu une équipe à un moment donné qui faisait du support comme ça quand j'étais chez Collagène, la première chose quand les gens te disent j'ai tel problème, puis disent le problème est solide, toi tu veux le reproduire.
Donc, s'il faut que tu montes si tu as déjà toutes les machines virtuelles, tu montes ça en 2 temps de mouvement, tu es quasiment capable, en quelques minutes, de confirmer à ton client, oui, le problème il est réel, je le reproduis, donc, soyez assurés qu'on va être capable de trouver la solution. Parce que tu es capable de reproduire exactement l'environnement du client. Tout à fait. Puis c'est sûr que l'environnement du client peut avoir évolué depuis le temps. C'est un super bon avantage que tu apportes, Guy, parce que juste garder un backup de ton environnement de développement que tu avais à l'époque, il y a 6 mois, quand tu as travaillé sur ce projet-là, c'est une grosse affaire. Parce que, je sais pas entre moi et toi, là, mais quand j'ai fini un projet, moi, scrape ma machine, réinstalle l'OS, OK? Parce que il y avait toutes sortes de contraintes que j'étais pris avec. Puis là, moi, je veux juste repartir à neuf. Fait que là, j'ai plus l'environnement que j'avais pour le client. Donc, ce que ça donne, la virtualisation, c'est que ça donne de la constance dans ton environnement de développement pour ce projet-là particulier. Puis ce qui se passe en dessous, dans la vraie vie de ton OS, ton host système, ce qui peut se passer là, ça affecte pas. C'est pas grave ce qui se passe là parce que ton environnement virtuel de développement, lui, il change pas. Parce que c'est lui qui... Mais là, il faut avoir planifié ça d'avance parce que sinon, tu peux pas prendre une machine réelle puis la transformer en virtuelle facilement. Non, ça, c'est difficile. Le débat qu'on a eu, nous, c'est que moi, je n'étais pas convaincu à l'origine que pour le développement lui-même, que tu devais le faire dans une machine virtuelle. J'étais de l'école, il y a quelques mois encore, de l'école, à dire ton développement, tu montes tu as ton Visual Studio, tu es sur de l'acier direct parce que tu veux de la performance et tout. Puis là, on avait eu cette discussion-là où tu disais, non, Mario, monte-le même dans une machine virtuelle. Puis, grosso modo, les arguments que tu m'as donnés, qui vraiment m'ont convaincu, c'est, entre autres, toute la facilité pour sauvegarder, préserver cet environnement-là. Tu sais, quand mettons, tu as un crash d'une machine, puis on sait, les desktops, c'est rare que tu vas avoir un portatif, par exemple, où est-ce que tu vas avoir 3.10 en RAID. Là, non, c'est pas vrai. Donc, quand ça crash, il faut que tu aies une stratégie de backup. La stratégie de backup en machine virtuelle, elle n'est pas très compliquée. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, là, mais on peut mentionner maintenant, les machines virtuelles dans VMware et dans Virtual PC, on a mentionné tout à l'heure que les machines virtuelles de Microsoft roulaient dans VMware. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est quoi une machine virtuelle? Une machine virtuelle, c'est un fichier. C'est un gros fichier. Dans le cas de Microsoft, ça s'appelle un .VHD, qui est un Virtual Hard Drive, qui est très gros, ok, qui peut venir jusqu'à 16, 20 gigs de gros, dépendamment de comment on le configure. Par exemple, dans Virtual PC, il y a un maximum physique de 16 gigs. Mais dans Virtual Server, par exemple, c'est 128 gigs, je pense, que ça peut aller. Donc, dans VMware, il y a une autre extension, peu importe. C'est un fichier. Donc, on peut prendre ce fichier-là, le zipper, puis le mettre sur un DVD ou donc, un disque externe. Tout ton OS, toute ton installation, tous les logiciels que tu installes dans la machine virtuelle se retrouvent dans un seul fichier. Un seul fichier, facile à backuper, pas besoin de courir après. Tu vas dans le répertoire du nom de ta machine virtuelle, puis tu le backup. OK? Donc, de la même façon, tu disais, quand tu as multiples clients, c'est très avantageux parce que, quand tu ne travailles pas avec ce client-là, tu peux sauvegarder ça. Tu archives son projet, mais il est encore là si tu as besoin de le revenir. Ben, c'est parce qu'on sait que si les applications que tu développes pour les clients sont vraiment utiles, les clients vont les utiliser. Puis s'ils les utilisent, tu peux être sûr que ça ne prend pas de temps, que les besoins changent. Ils en veulent plus. Donc, on te demande de faire des ajouts, version 1.1, une version 2. Donc, tu reprends l'environnement, tu es capable de vraiment faire de l'évolution avec ton client qui peut des fois avoir des trous de 3 mois, 6 mois, tu ne travailles pas sur son produit, mais lui, il te revient te voir, puis là, bon, ben, tu peux continuer à le faire évoluer. Alors pour ça, là, les machines virtuelles, c'est merveilleux. Donc, moi, quand tu m'avais fait prendre conscience de ça, j'ai dit, oh, c'est vrai, là, il y a un point non négligeable. Tout ce qui est la configuration. Combien de fois j'ai vu des gens, juste parce que c'est pas juste de, je restaure, reconfigurer comme il faut, c'est des demi-journées ou des journées de perte de temps. Monter une machine de développement, là, c'est entre 4 et 8 heures. C'est une journée de travail. C'est une journée de travail. Pour la mettre à ton goût, là, comme elle était, là, c'est au moins... On s'entend-tu que c'est le genre de journée de travail bien plate? Ouais, que t'as pas le goût de faire. Parce que là, tu sais, tu rentres les DVD, avant c'était les CD, puis tu essaies de faire autre chose en cours de route, mais c'est pas les journées les plus productives qu'on peut passer. Donc ça, c'est un argument, moi, qui m'avait allumé. Quand on regarde cette approche-là, tout ce que tu dis, c'est finalement, presque tout le temps, vous allez être dans des machines virtuelles de votre développement, ce qui n'empêchera pas que vous allez avoir un vrai OS,
Parce que tu n'as pas le choix, les machines, que ce soit VMware ou le produit Microsoft, il doit s'installer par-dessus un vrai OS. Absolument. Ouais, on peut avoir un OS là, qui touche le métal, là, comme on dit. Là. Tout à fait. On doit avoir un OS qui touche le métal. Donc, notre host, lui, il faut que ça soit Mais dans lequel on va pouvoir développer. Donc, la là. définition de host, c'est... c'est ta machine de base qui Ouais. roule ton produit de virtualisation, que ce soit VMware ou... Donc, la machine host, c'est la machine réelle. C'est ça. Donc, la machine de base, à quelque part, ce que ça va avoir, c'est essentiellement, c'est un système d'exploitation, puis tu vas rajouter dessus tous les outils peut-être administratifs, le email, par exemple. Donc, ce genre d'outils-là que toi, tu n'associes pas à un projet informatique, mais que sont plus génériques ou général. Donc, c'est ce genre de choses que tu vas faire. Puis après ça, pour tout ce qui va être développement, l'approche serait machine virtuelle. Oui, parce que là, tu le montes pour client, spécifique au client. OK? Donc, c'est sûr, comme tu mentionnais. Moi, c'est sûr que sur ma machine de base, sur mon host, j'installe Visual Studio aussi. Parce que je fais mes POC, je fais mes preuves de concept sur ma machine de base. OK. Tu sais, parce que, à moins que c'est une preuve de concept pour un client, là, je vais la mettre dans la VM. Il y a une raison. Tout à l'heure, on parlait de ça, là. Pourquoi que tu as apporté la performance, OK, tout à l'heure? Ouais. OK, les machines virtuelles, c'est sûr que c'est moins performant. On s'entend, c'est une machine virtuelle, tu roules ça en mémoire, OK? Donc, ça ne peut pas être aussi performant que ta vraie machine. Sauf que quand tu fais du développement, OK, il y a un moment où tu as besoin de performance, c'est quand tu testes ton application sous le stress. Ouais. OK? À part de ça, là, tu ne peux pas taper plus vite dans une machine virtuelle que tu vas taper sur une vraie machine. OK? Tes doigts, là, ils sont pas en feu, ils tapent pas. La machine virtuelle, elle ne sera jamais en attente que tu finisses. Elle est toujours plus vite que toi. Exactement. Donc avec ça, il y a une nuance, OK? Parce que là, à un moment donné, dans les bêtas qu'on a fait de Visual Studio, il y avait empêché de rouler des tests de performance dans les machines virtuelles. Puis là, moi, je parlais avec l'équipe de produit, je dis, pourquoi vous faites ça? Mais là, il me dit, c'est parce que les résultats, le monde va prendre pour acquis que les résultats dans la machine virtuelle, c'est des vrais résultats. Puis là, c'est comme pas vrai, parce que c'est pas aussi performant. Mais là, je suis parfaitement d'accord avec eux autres. Je ne roulerai pas des tests de performance pour avoir un degré de performance dans ma machine virtuelle. Par contre, je roulerai un test de performance dans ma machine virtuelle pour avoir des valeurs relatives. OK? Donc, si cette fonction-là prend 50% du temps dans ma machine virtuelle, il y a des bonnes chances qu'elle va prendre 50% du temps sur une vraie machine. Puis c'est ça qui m'intéresse de régler de côté performance, plus que a pris 40 secondes dans la machine virtuelle, puis elle en a pris 4 dans une vraie machine. Surtout que, par exemple, tu refais un refactoring parce que tu as identifié c'était où le bottleneck. Voilà. Puis là, tu voudrais rouler, puis là, tu voudrais voir, par exemple, c'est descendu à 10%, puis ça donnerait une indication que tu as solutionné une partie du problème de Voilà. performance. Donc, avec tout ça, je te dis qu'on a quand même besoin de métal, une vraie machine, pour rouler les tests de performance. Ce serait la seule raison, à mon avis, que tu aurais besoin, que tu devrais garder une machine physique dans ton environnement de développement. Je te parle que tu sois consultant ou entreprise, là, pour tester la performance, OK, avec ton application en bout de ligne. On parle de performance. On peut-tu adresser un point? Ça prend quoi Ça comme prend machine? quoi comme machine? Parce que je connais encore trop d'organisations où est-ce que, puis je trouve que c'est complètement un peu absurde, mais tu sais, ils vont essayer d'acheter un laptop qui coûte 400$ moins cher que l'autre. De l'autre côté, les salaires des employés, on sait, tu sais, à un moment donné, c'est aberrant, là. Vous n'avez pas fait une bonne analyse de la valeur. Mettez peut-être des machines plus chères parce qu'au prix où vous coûtent les ressources, puis surtout, chaque heure qui passe à taponner, ça se repaie vite. Mais reste qu'il y a encore trop d'organisations où est-ce que quand on dit on veut mettre plus que 512 MB de mémoire ou un gig, là, il y a des gens qui disent, tu sais, les oreilles leur frisent en disant comment ça? On s'entend, là, ça ne peut pas rouler en 512 MB ou un gig des machines virtuelles. Hein. OK. C'est une excellente question. Passons donc au BAT, comme on va dire. Donc, je ne sais pas si vous avez fait récemment une petite recherche sur Dell.com pour voir comment, ou Dell.ca, là, pour voir comment que ça coûtait un laptop avec les nouveautés les plus récentes. OK? Donc, on s'entend là, que ça va coûter autour de 2000$. Là, OK? 2000, c'est comme le C'est top. une maudite bonne machine. US ou OK, là. canadien? Une maudite mode machine. Ben, Fait que moi, là, ce qui est requis, OK, là, tu m'as dit, est-ce que ça va rouler dans un gig de mémoire? Absolument. Mario, ça va rouler dans un gig de mémoire. Mais je le recommanderais pas, moi. Ça va rouler dans un gig de mémoire, ça dépend ce que tu fais.
OK, parce que la machine virtuelle, il faut lui allouer de la mémoire. Absolument. On décide à la conception de la machine virtuelle combien de disques durs on va allouer pour notre disque dur de système. Et puis aussi, on décide combien de mémoire on va allouer à la machine mémoire virtuelle. vive. De mémoire vive. Puis cette mémoire vive-là, c'est la mémoire vive que le système d'exploitation dans la machine virtuelle va avoir à sa portée. Puis cette mémoire vive-là, dans le fond, c'est de la mémoire système, de ta machine de base, qui est mangée un peu plus que la mémoire que tu as allouée, mais quand même. OK? Donc, par exemple, si j'ai un gig de mémoire, je peux pas dire à ma machine virtuelle, prends un gig de mémoire, parce que ton système d'exploitation, qui est sur l'acier, il a besoin, lui, d'un minimum d'espace. C'est à peu près quoi? 250 gigs? 256 MB. 256 Ouais, ouais. MB. J'aimerais ça avoir 250 gigs de mémoire. Désespère pas, quelques années, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, le OS de base, donc le métal, doit à peu près avoir 256 MB de mémoire gardée pour lui. Donc, si tu as un gig, il t'en reste 750 de machines virtuelles. À peu près, OK, que tu peux utiliser. Puis l'affaire, c'est que si tu développes, donc, pour tes clients, comme tu mentionnais tout à l'heure, qui sont pauvres puis qui sont pas prêts à mettre de l'argent pour des machines, ben ils ont sûrement, eux autres, des machines avec 256 MB de mémoire ou 512 MB de mémoire. Donc, tu peux créer une machine de développement avec 512 MB de mémoire ou 256 si t'es maso, et puis installer donc ton environnement, puis tout tester ton environnement client avec une machine avec seulement 1 gig de mémoire. Mais t'as-tu déjà fait... Moi, Pendant- c'est lent, là, si tu Pendant un bout de temps, mon laptop de développement, il y avait seulement 1 gig, puis j'ai travaillé avec 1 gig pendant beaucoup de temps, même pour installer Team System, tout ça, puis ça fonctionnait très bien. J'allouais 384 à mes machines, puis c'était correct. C'était pas vite, mais moi, faisait la job, là. c'était plus pour la Ouais. fonctionnalité que pour la performance. Mais on s'entend-tu, tous les utilisateurs de machines virtuelles, ce qu'ils vont te recommander, mets donc 2 gigs. 2 gigs, là, Si tu fais moi... du développement, Mario, parce qu'il y a aussi d'autres types de gens qui utilisent les machines virtuelles pour d'autres choses. là. Ouais, c'est vrai. Si tu veux... Si, admettons, je veux, admettons, émuler des vieux Windows 98 ou des vieux Windows 95, ça rentre, imagine-toi, sur 16 MB, ça. Ouais. Mais on s'entend, là, si tu es un développeur, ce qui est Ouais. la majorité de notre auditoire. Oui. En tout cas, personnellement, moi, je leur disais, mets 2 gigs, surtout qu'on s'entend que c'est pas très cher, là, la mémoire. Là. On parle pas de... 2 gigs, c'est rendu assez cheap, là. Ça vaut pas la peine de pas mettre 2 gigs actuellement, OK? Sauf que là, les administrateurs qui nous écoutent, les managers qui nous écoutent, 2 gigs! Exactement ce que tu mentionnais tout à l'heure. C'est de convaincre, puis j'ai des collègues qui sont en train de convaincre aussi leurs managers de dire, ils ont besoin de 2 gigs de mémoire, puis là, la première raison, pourquoi tu as besoin de 2 gigs? OK? Donc, faut les convaincre avec ce qu'on fait ce soir, donc de parler de virtualisation, puis les avantages de ça. Parce que si ton PM voit un avantage à ça, c'est sûr que pour lui, de dépenser 2000 pièces de plus par tête, c'est pas beaucoup. Tu sais, ça vaut pas la peine. Donc, voici l'argument massu. Pour bien rouler Visual Studio 2005, il faut avoir 1 gig de mémoire, donc une machine réelle va devoir avoir 2 gigs. Mais est-ce que c'est vraiment un argument massu dans la mesure où est-ce que c'est pas ce que Microsoft vont dire officiellement que ça te Non. prend un gig? Pour- Écoute, tu peux rouler Visual Studio dans 512 très Ouais, confortablement, sans problème, puis ouais. ça fonctionne très bien. Je veux pas te... Mais moi, je Ok. dirais un argument, c'est de dire, écoute, c'est quoi les probabilités que j'ai un défaut quelconque avec mon disque rigide dans les prochains 12 mois? La qualité des disques rigides a augmenté, mais il y en a toujours un pépin. Ton 4 heures, 8 heures, là, tu viens de le payer, là, ton 1 gig de mémoire. En fait, la règle, si on veut travailler avec des machines virtuelles, si on veut faire du développement avec des machines virtuelles, ça prend 2 gigs là, sur la machine. Mais ce que je dirais, là, OK, on parle de 2 gigs, OK? Ça prend... Moi, je te dirais, un gig, là, c'est correct. 1 gig, là, pour faire du développement, tu alloues 512 à ta machine virtuelle, tu fais ton développement, pas de problème. Tu as une machine virtuelle qui roule. Si tu veux rouler un environnement de développement, Ouais. c'est-à-dire plusieurs serveurs qui se parlent et tout ça, là, c'est mieux 2 gigs. C'est un bon OK? point, on va faire une nuance. Il y a ça dépend de ce que tu entends par Visual Studio. Voilà. Si c'est le Visual Studio professionnel, le produit client seulement, probablement que tu as raison. Même mais Team Suite, c'est pas Team seulement... Suite, si tu mets ton serveur... Parce que Non, on parle pas de TFS, là. On parle de Visual Studio. Visual Studio, là, que tu parles Pro, Team Suite, tout ça, là, ça reste les Ouais. portions clients. Si tu as plus de mémoire, il va performer mieux. C'est clair, OK? Mais si tu as 1 gig, tu alloues 512 à ta VM, il reste 512 dans ta machine de base, tu vas être très, très, très confortable pour faire du développement. Tu n'auras pas de problème. Tu peux archiver ta machine virtuelle, en partir un autre pour un autre client, travailler sur une machine. Ça va super bien. Mais vous rendez-vous compte qu'on s'assigne pour 60 pièces?
C'est incroyable. Là. Ouais. Mais c'est les managers, souvent, c'est ça. Fait qu'il faut Les leur managers perdent donner... du temps pour 60 Ah oui, quand c'est incroyable. ils sortent de bord, puis au niveau salarial, Il y a des choses qu'on pourrait parler. On parle donc d'augmentation de la productivité. augmentation de la productivité, surtout, par exemple, dans une équipe, tu as un nouveau développeur qui arrive, mais temporairement, juste pour une semaine ou deux. Et là, tu prends juste une image, tu copies, puis whoop, il est monté, il est prêt à développer pour ce projet-là. Ce qui est intéressant des machines virtuelles, donc, c'est qu'on peut la créer, puis on peut utiliser un outil que Microsoft donne aux vendeurs de hardware là, qui s'appelle SysPrep. Puis ce que ça fait, ça, c'est qu'on construit une machine à notre goût, puis on exécute cette commande-là, puis ça enlève toutes les unités de, je sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, unicité, donc, d'une machine Windows. Donc, ça enlève tous les paramètres qui rendent cette machine-là unique, donc son nom, son espace de sécurité, comme Eric disait, et puis ça l'éteint. Puis là, la prochaine personne qui la part, ça va rouler dans Windows ce qu'on appelle le mini setup. Puis ce mini setup-là, tu lui donnes un nom à la machine, un password pour ton administrateur, et puis ça prend donc 5 minutes revenir, puis tu as une machine propre. Okay? Donc, ce que tu peux faire avec ça, c'est que tu te montes un environnement de développement. Surtout, là, on ne parle pas d'un consultant. Là. On parle d'une équipe de 5 à 10, 20, 30 personnes. Okay? Donc, tu montes ton environnement typique de développement, et puis tu roules SysPrep, tu l'éteins, puis là, tu distribues cette machine-là à tout le monde. Puis là, puis pourquoi on fait ça? Okay? Parce qu'on a parlé de SysPrep, mais pourquoi on fait ça? Parce que Windows, la façon que ça fonctionne, le CID, comme Eric disait tout à l'heure, c'est ce que notre contrôleur de domaine a comme information pour dire cette machine-là, c'est cette machine-là avec qui je parle. Donc, c'est un protocole de sécurité, puis il dit, bon, ben cette machine-là, c'est ce numéro-là. Si je prenais la machine que j'ai construite en virtuel, je la copiais, puis je la donnais à quelqu'un d'autre, qui appartait en même temps que Ah oui, moi. là, tu aurais les mêmes sites. Là, les deux auraient le même nom. Puis là, le domaine, il dirait, wow, là, j'ai deux machines avec le même nom, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on utilise SysPrep, pour enlever cette information-là. On éteint la machine, on fait une copie, on la donne à tout le monde. Quand le monde part, ils roulent, ils donnent le nom qu'ils veulent. Automatiquement, ça donne un nouveau numéro de sécurité. Puis là, tout le monde a un numéro unique, au même titre que leur laptop a un numéro unique. Puis là, tout le monde est content, on a tous des numéros uniques. Mais l'avantage, c'est que, comme tu mentionnais tout à l'heure, une nouvelle personne arrive, tu lui donnes la copie, 5 minutes, il part, il est prêt à travailler. Il n'y a pas besoin de... Il arrange son petit environnement, là, et lui, il préfère des clés VB, l'autre préfère des clés C#, peu importe, mais il arrange son petit environnement de développement, ça y prend peut-être une demi-heure, 1 heure à arranger, mais il est productif instantanément. Là, je vais être un peu cynique. Donc, on met tout ça en place pour qu'en 5 minutes, l'environnement de développement soit prêt. Mais le corporatif, eux autres, pour installer le OS sur l'acier, eux autres, ça va prendre 5 jours. Oui. Et ça, c'est une autre histoire. Donner un numéro de Absolument. téléphone, ça va prendre un autre 5 jours. On a trop vu. Hey, moi, j'ai vu des ressources de 3 semaines à rien faire. Donc, Ça, ben, rien Ils attendent- faire. ils attendent On le les message. forme, on fait d'autres choses, mais ils ont même pas de PC. Tu as envie de te tirer les cheveux. Donc, dans la même ligne d'idée, OK, facilité de transition. C'est-à-dire qu'on peut prendre, donc, toi, tu travailles avec ta machine virtuelle depuis quelques mois, tu quittes la compagnie, tu changes de projet, peu importe ce qui arrive. On a quand même, soit qu'on réduit notre équipe de développement, donc on était 10, on est 9, puis ça reste comme ça, ou bien on en prend un autre, puis on le met dans l'équipe de développement parce qu'on a besoin de 10 personnes, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas se libérer d'une personne. Bien, apprends ta machine virtuelle, prête à travailler tout de suite. OK? Autre bénéfice, non négligeable, c'est que tu as fini ton projet, puis là, ton client dit « Hey, je veux avoir ton environnement de développement parce que c'est moi qui va faire le support. Ça arrive, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la machine virtuelle. On brûle Il ça est sur un déjà tout DVD. prêt. Puis... Voilà. OK? Tu n'as pas besoin de dire, là, il faut que tu installes ça, il faut que tu installes ça, il faut que tu installes ça, puis là, il faut que tu mettes ça, puis n'oublie pas le petit tweak dans le registry qui va faire telle affaire, puis... Puis OK? c'est tous ces petits gains d'heures-là qui, ultimement, font en sorte que le fameux 60 ou dollars de mémoire, il est plus du tout significatif quand tu l'analyses sur un coût global. Puis le problème, c'est ça, c'est que trop souvent, les gens ne regardent pas le coût global, ils regardent juste « Ah, mais ça va créer un précédent. Toi, tu vas avoir 2 gigs de mémoire, puis les autres développeurs, ils n'ont pas ça d'habitude. » Ben, pas mes autres développeurs, mais, je sais pas, moi, le groupe de support ou whatever. Puis... Parce qu'au niveau IT, ils cherchent à avoir des postes de travail qui sont identiques le plus possible au travers de l'entreprise pour faciliter leur support. Là. Tout à fait. Donc, c'est le problème d'avoir une vision en pensant que tout le monde peut être identique.
quand on sait que ça marche pas dans la vraie vie. Là. Moi, j'ai une question au niveau du licensing. Qu'est-ce que tu installes? Ce que tu installes finalement là, dans ta machine virtuelle, comment ça fonctionne au niveau du licensing? C'est une excellente question, Guy. Une machine virtuelle, en tout point, c'est la même chose qu'une machine réelle. Ça veut dire que si tu roules XP dans ta machine virtuelle, il faut que tu aies 2 copies de XP à ton actif. Donc, ta machine de base, qui évidemment vient avec un OS, puis une copie que tu roules dans la machine virtuelle. Donc, tu en as besoin de 2. Tu ne peux pas installer la même dans les 2, ça ne compte pas. Okay? Il y a eu une annonce qui a été faite il n'y a pas longtemps, je pense quand ils ont sorti Windows Server 2003 AR2, ainsi que Virtual Server AR2. Quand tu roules ces 2 produits-là en tandem, tu as le droit d'installer 4 machines virtuelles gratuitement. Donc, ça fait partie de ton achat que tu as ces 2 produits-là ensemble. Ils te donnent le droit d'installer 4 fois Virtual Server, Windows 2003 Server R2 dans des machines virtuelles, à pas de coût de plus. Mais, pour répondre à ta question de base, donc si tu installes Visual Studio dans ta VM puis dans ta machine de base, faut que tu l'achètes 2 fois. Ben, à moins que tu aies un MSDN, parce que le but d'un MSDN, Voilà. c'est de pouvoir déployer autant de versions de développement que tu as besoin. MSDN, on va pas rentrer dans les détails de licensing de MSDN parce que sont très, très, très compliqués. Puis je suis sûr qu'on va peut-être avoir quelqu'un de Microsoft qui va nous appeler s'il écoute ça. Donc, rentrons pas là-dedans. MSDN, oui, tu as des droits avec ça, mais je veux pas m'avancer pour dire qu'à cause que tu as MSDN, que normalement, tu serais capable d'installer dans des VM. Ça devient vraiment pour une organisation où ils disent, nous, mettons qu'ils prendraient la licence MSDN comme étant pas transportable, ça pourrait vraiment être un argument contre les machines virtuelles. Tout à fait. Parce que, effectivement, ça peut être prohibitif au niveau du coût de licence, parce que là, tu doubles ton coût de licence, dans le fond. Là. Plus que le $60 là, pour upgrader à 2 gigas de mémoire. Là. Mais moi, comme je vous dis, mon interprétation du MSDN, c'est que j'ai le droit d'en faire autant de copies que je veux sur mes machines virtuelles. Peut-être que quelqu'un de Microsoft va m'appeler et dire « Hey Mario, il faut qu'on te parle parce que tu n'utilises pas légalement. » C'est possible. Puis, comme je te dis, on est mieux de pas s'avancer là-dedans juste parce qu'on le sait pas. Sait pas. Fond, okay. Parlons donc des différentes versions de Virtual Server, Virtual PC que Microsoft offre. OK, ben on l'a mentionné en début d'émission. Il y a 2 versions. Donc, il y a la version Workstation, donc qui s'appelle Virtual PC 2004, qui a un Service Pack. Pour l'information, SP1. Et puis, il y a Virtual Server 2005 R2, qui est la dernière version de Virtual Server, pour rouler sur le serveur. La différence entre les deux, OK? Ouais, Virtual PC, l'aspect Workstation, on va regarder que tu installes, que tu peux rouler des machines sur ton poste, c'est une application... comment je dirais ça, en temps réel. Donc, c'est une application qui a une fenêtre, puis dans la fenêtre, tu roules l'autre OS. Il faut que tu sois logué pour rouler ta machine virtuelle. Voilà. C'est vraiment une application qui, dans cette application-là, c'est une autre version de Windows ou peu importe ce que tu installes dedans, qui roule dedans. Donc, tu vois littéralement ta deuxième machine dans ta machine. Donc, si tu as le même fond d'écran, ben tu vas voir le fond d'écran qui va se poursuivre d'un à l'autre. Tu peux minimiser cette machine-là, tu peux la maximiser, tout ça, mais ça reste que c'est une application comme au même titre que Word. OK? Donc, ça roule en temps... C'est une machine virtuelle qui est optimisée pour rouler des processus qui ne seraient pas en background, mais plutôt en foreground. J'utilise ces termes-là, je ne sais pas comment on dit. En avant-plan. En avant-plan, mais en tout cas... Dans un mode, tu es un PC client. C'est vraiment développé et optimisé pour ce modèle-là. Voilà. Et puis, l'aspect serveur, ça, c'est un service Windows qui est installé, puis il y a une interface web pour se brancher dessus pour créer, instancier, manager, donc toutes nos machines virtuelles. Mais tu n'as pas besoin d'être logué dedans. C'est des services. C'est un service qui roule. Quand tu peux le configurer pour que quand ton serveur, ton métal part, il va partir les machines virtuelles tout seul, sans que tu aies besoin, toi, aller de repartir après. Là. Au même titre que quand ta machine Windows, si jamais elle s'éteint de façon dramatique, on n'espère pas, mais bon, ça arrive. Les machines vont tomber dans un état save state qu'ils appellent, donc qui est plus qu'un état d'hibernation, là, presque, sur le disque. J'ai vu des démos aussi avec la nouvelle version R2.
avec quand tu utilises MOM, donc Microsoft Operation Manager. Puis je pense que c'est même pas avec MOM, là, mais quand, mettons, il y a trop de CPU, le CPU roule trop fort sur une machine, tu peux instantanément changer ta machine virtuelle d'un serveur à l'autre. Ce qui n'était pas le cas avec Virtual Server 2005, là, la version originale. Donc, type de fonctionnalité qu'on trouve dans les produits haut de gamme de VMware, là, de pouvoir. C'est ça. Donc, tu peux passer d'un à l'autre, puis lui, il va regarder le réseau, qu'est-ce qui se passe. Puis si puis ça, on parle de 5 secondes de délai là, en transfert, là, ce qui est vraiment pas beaucoup, là, OK? Mais les produits serveurs, que ce soit les Microsoft Server ou les produits serveurs de VMware, ils sont optimisés pour rouler des applications serveurs, donc souvent des applications multithread qui vont avoir beaucoup de background process, contrairement à Virtual PC, par exemple. Et aussi, ils vont avoir la capacité d'avoir beaucoup plus de mémoire. Tu sais, on parlait de 128 MB pour Virtual Server, puis tandis que Virtual PC, c'est limité à 16 GB. 128 GB, excusez. T'as de la misère avec tes mecs, tes gigs, oui, tu sais, je mets des disques rigides trop petits puis de la mémoire vive trop grande, donc c'est pas grave. Heureusement, vous êtes là pour clarifier le tout. Il y a 2 autres scénarios qu'on n'a pas parlé, qui est Legacy Support. Ça veut dire que on a brièvement glissé un mot tout à l'heure que tu pouvais rouler, par exemple, des Windows 98. Des Windows 2000, tout ça. Des DOS, si tu veux t'en aller à ça. Windows 3.1. On espère que personne roule ça. Des NT4. Des NT4. C'est des environnements qui sont encore là, encore en production. Il y a des applications qui roulent là-dessus encore. Donc, quelquefois, on n'a plus ces environnements-là. Même que les machines qu'on a là, ils roulent même plus ces environnements-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On les virtualise. OK? Puis là, on peut appliquer des patchs, faire nos tests, tout ça. Puis, ça ne demande pas beaucoup de mémoire, ça ne demande pas beaucoup de disques, puis on a les mêmes fonctionnalités. Donc, Microsoft ont des outils pour transférer du physique au virtuel. Donc, tu prends une machine physique, tu la transfères au virtuel, puis là, tu as les mêmes fonctionnalités. C'est ça, parce que ce que tu es en train d'amener, c'est que la virtualisation, nous, on en parle pour les développeurs, il y a des avantages, mais les gens des opérations, d'infrastructures, eux autres aussi sont très familiers avec la virtualisation parce que c'est une des façons pour eux de pouvoir continuer à supporter les vieilles applications qu'ils ont dans leur parc puis qui peuvent pas se débarrasser parce qu'il y a des utilisateurs. Oui, puis souvent, ces applications roulaient sur un vieux serveur, un vieux 386 ou quelque chose, un 486. Là, t'as plus de service dessus. Tu veux sortir cette machine-là parce qu'elle coûte extrêmement cher à... C'est ça. Donc, la rationalisation de serveurs. Parce que des fois, je sais pas, nous autres, en tout cas, on a des salles de serveurs qui ont 20, 30, 40 serveurs, des vieilles boîtes, des 386, des 486. Là, si tu peux tout rouler ça dans une nouvelle machine virtuelle qui roule 30 serveurs virtuels, mais que tu as une machine physique à gérer, c'est très bien pour ce monde-là. Tu as aussi, je sais que vous autres, vous faites beaucoup de training, vous avez l'air à tout être dans le training. Le training, c'est vraiment intéressant de rouler en virtuel parce que tu peux monter l'environnement de l'étudiant, donc en virtuel. Puis, il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas parlé dans la virtualisation, mais c'est on peut barrer la machine virtuelle, la configuration, que même si tu fais des changements dedans, quand tu l'éteins, ça s'efface tout. Donc, quand tu repars, c'est pareil. Okay? Donc, si tu donnes le cours sur plusieurs jours avec plusieurs groupes, bien, tu peux te monter une machine de base avec tout ce que tu as besoin, avec un scénario que tu veux que les étudiants passent à travers. Puis après ça, quand ils ont fini, tu éteins la machine, le lendemain, tu repars, belle machine propre, le prochain étudiant, il n'y a pas toutes les affaires que l'autre étudiant avait faites dessus. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là de faire ça. Et au niveau des tests aussi, c'est une fonctionnalité qui est superbe parce que tu repars toujours avec une machine clean. Exactement. Tu roules tes tests, les tests que tu dois faire finalement, et ensuite tu fermes ta machine, tu retombes avec un OS qui est propre. Puis vu qu'il est barré, il ne posera pas la question veux-tu sauvegarder. Si ça ne sera pas sauvegardé, donc tu évites même... parce que la connaissance, ça perd toujours. Même si tu aurais tout formé le monde, il y a toujours quelqu'un qui, lui, puis là, il dirait ça marche plus comme avant. Là. On peut tomber dans des aspects bien avancés aussi de la virtualisation que, par exemple, tu peux faire un disque dur de base, puis tu le barres, ce disque dur de base-là, puis après ça, tu crées un disque dur qui est ce qu'on appelle un disque différentiel. Donc, il fait la différence entre ce que tu es en train de faire puis le disque original. Donc, il crée un autre fichier. Puis ce fichier-là, tu peux donc appliquer des patchs, faire des choses. Puis après ça, tu peux faire un différentiel du différentiel. Tu peux merger tes disques différentiels avec ton disque de base. Donc, tu peux faire une hiérarchie de disques si tu veux tester puis faire des scénarios de test. C'est vraiment, c'est que t'as tellement de possibilités avec ça. Là. Tu veux tester des choses réseau. Par exemple, une affaire bien simple. Je déplogue mon fil réseau. OK? Là, tu sais, quand tu as ta machine de base, là, tu veux pas nécessairement aller en arrière, tirer à plug, là, tu perds tes courriels, tout.
Mais dans la machine virtuelle, tu fais bouton droit, tu dis plus de réseau. Puis là, hop, il n'y a plus de réseau. Ou encore réseau local, qui est un réseau virtuel. Un réseau virtuel, c'est que ça te permet de faire des tests qui sont plus compliqués à faire sur du vrai métal. Par exemple, tu veux faire un aspect serveur, donc tu roules ton serveur physique. On n'a pas de virtualisation, là. Donc, ton serveur, il est physique. Il n'est pas nécessairement à côté de toi. Il est peut-être dans une chambre Il est spéciale. absolument pas à côté de toi. OK? Et puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux tester une perte de réseau. Donc, là, normalement, tu es embarqué dessus avec Remote Desktop, par exemple, pour faire ton test. Tu coupes le réseau. Il n'y a plus de réseau. Fait que là, ton Remote Desktop, tu n'as plus. Donc là, il est parti. Là, tu ne peux plus retourner dessus pour allumer le réseau. Fait que là, il faut que tu sois à sa console. Là, ils ne veulent pas nécessairement que tu sois assis dans l'avant de la console. Donc, ça te permet de faire des scénarios comme ça en virtuel qui sont géniaux parce que tu es tout sur ton poste à toi. Donc, c'est d'autres avantages là, qu'on... Oui, entre autres, tous les enjeux de sécurité. Tu veux pas que les gens soient sur ces consoles. Sinon, faut que tu... En tout cas, ça te prend des jours à avoir des OK pour qu'ils disent oui. Il faut que tu démontres qu'il n'y a pas d'autre scénario possible. Là, tu n'as pas besoin de le démontrer. Tu prends l'autre scénario faisable avec la virtualisation, puis tu ne te bats pas d'essayer d'avoir les homologations qu'il faut. Absolument. OK. Mettons qu'on a des auditeurs qui écoutent ça puis qui ont pas la chance. Ils sont intrigués, ils voudraient essayer. Donc, ils là. veulent partir. Là. Comment on peut vraiment, demain matin, là, démarrer, puis commencer à se familiariser, peut-être même faire des preuves de concept pour montrer à notre gestionnaire, hey, regarde, c'est ça que je peux devrait faire, aller puis vers- ça vaut la peine. Bon, il y a évidemment, on va le mettre sur le site. Là. Il y a 2 liens qu'on peut vous donner pour avoir Virtual PC gratuitement. Donc, c'est un lien chez Microsoft. Tu vas là, tu le downloads, tu l'as pour 45 jours. Okay? C'est une version d'évaluation de 45 jours. De 45 jours. Donc, on peut installer Virtual PC, on peut se créer une machine virtuelle, le tester, puis là, montrer à notre manager, hey, regarde ce qu'on peut faire avec ça, c'est génial. Puis là, l'acheter. J'ai pas le prix courant de Virtual PC, mais on parlait tout à l'heure des prix de Virtual Server AR2. La version standard, c'est 99 $, puis la version entreprise, c'est 199 $. Donc, c'est pas extrêmement cher à dépenser pour acheter ça. La même chose avec VMware. J'ai vérifié sur le site de VMware, il y a une version de 30 jours d'évaluation qu'on peut aussi utiliser. Donc, on va mettre les liens là, sur le site pour que vous puissiez aller chercher ça. Ensuite, je vous recommande, commencez à la base. Faites-vous une VM. Bien ordinaire, on suit le guide, il y a un petit wizard qui apparaît, puis on répond aux questions, puis après ça, il faut falloir mettre le CD de Windows dedans pour créer une machine virtuelle. Donc, il y a toutes des explications qui viennent avec le produit, comment faire ça. Puis là, on se fait une petite machine, on teste ce qu'on discute depuis tout à l'heure, donc on installe Office, on installe Visual Studio dedans, puis on regarde quel genre de performance on a. Tu sais, Un autre truc au niveau de la performance, pour ceux qui travaillent avec des ordinateurs portables, c'est d'avoir un disque externe, un disque USB 2, que vous branchez sur votre portable et vous installez, ou en fait le fichier de la machine virtuelle, vous l'installez sur le disque externe. un autre truc, c'est une bonne idée. Un autre truc, c'est enlever dans votre scanner d'antivirus, enlever le check sur les VHD. Donc, les extensions, que ce soit VMware ou l'autre, là, je ne me souviens pas de l'extension de VMware, mais Microsoft, c'est des VHD. Enlever demander au scanner de ne pas scanner cette extension-là parce que ta machine virtuelle, elle change constamment parce que c'est un OS. Donc, l'antivirus lui dit « Oh, le fichier change, il faut que je regarde si c'est un virus. Okay? » Donc, c'est pas évidemment un virus, tu sais, parce que en plus, tu devrais avoir un antivirus dans ta machine virtuelle. Okay? C'est juste un truc parce que là, ton antivirus, lui, il check tout le temps, ce qui est pas nécessaire. Là, okay? Une des choses, si vous êtes curieux comme moi, la première fois, les premières machines virtuelles, vous allez voir comprendre comment c'est bâti ça, puis vous allez vous rendre compte que finalement, le fameux gros fichier, il y a une partie qui est du binaire, mais il y a une grosse partie qui est du XML, ou c'est tout du XML. Ça, c'est le fichier de configuration. Là. Le fichier de configuration, il n'est que du XML. Absolument. Puis le fichier VHD, lui, est binaire. C'est ça. Parce qu'il y a deux fichiers. Oui, tu as le VHD qui est... la configuration qui va dire, tout à l'heure on parlait, tu peux associer le nombre de mémoire que tu veux à ta machine virtuelle. Donc, ces paramètres-là. Parce que là, tu peux dire à ta machine virtuelle, on n'a pas parlé de réseau virtuel, mais tu peux aussi créer des réseaux virtuels. Tu peux dire à ta machine virtuelle, passe par ma vraie carte réseau pour aller toi-même sur l'Internet puis demander une adresse IP. Comme ça, c'est un ordinateur à part entière. Tu peux, de ton poste, parler à ta machine virtuelle comme si c'était un autre poste sur ton réseau. Tu peux dire à ta machine virtuelle, non, je veux juste que tu roules en mode local.
En terminant, Étienne, deux choses. Il y a une démo que tu vas nous monter, une démo qu'on va mettre sur le site. Donc, les gens qui voudraient visuellement voir un peu comment on peut installer tout ça, donc ceux qui seraient nouveaux avec la technologie, ben, ils peuvent aller chercher ce démo-là qu'on va mettre sur notre site. Mhm. Et aussi, un site web, un blog, un livre, quelque chose que tu voudrais recommander aux auditeurs? Moi, je vous recommande le blog de Virtual PC Guy. On va le mettre sur le site, là, mais il est pas super actif, mais quand il met des posts là, sont vraiment très, très ciblés sur vous voulez faire ça, voici comment le faire, puis c'est bien fait. Là. Donc, souvent, c'est l'endroit où on peut trouver beaucoup de réponses à nos interrogations, ce qui touche, entre autres pour Virtual PC. Il donne aussi plein de trucs sur comment rouler des vieux jeux dans les machines virtuelles. On a parlé beaucoup des produits Microsoft parce que, bon, si on a un MSDN, ce qui est notre cas, nous, ça vient gratuit, donc on ne se bat pas d'aller chercher le produit de VMware. Si vous avez à acheter des produits, ben, vous allez falloir magasiner. Là, ouais. Les deux produits sont personnellement, c'est sûr qu'on parlait au début là, que VMware sont en avance actuellement sur Microsoft. C'est vrai. Dans les produits haut de gamme. Dans les produits haut de gamme, puis même dans le Workstation, ils ont des features que Microsoft n'a pas encore. Mais connaissant Microsoft, ils vont rattraper. OK? Puis ils vont être là aussi, puis ils vont en offrir des features comme ça. Donc, magasiner, c'est sûr que si vous êtes plus une shop Microsoft, c'est parce que Microsoft, par exemple, distribue beaucoup de disques rigides VHD là, pour faire des démos, des tests, tout ça. Ça, c'est un autre aspect qu'on n'a pas parlé, mais pour faire des démos, puis quand on fait des conférences, tout ça, des machines virtuelles, c'est génial parce que tu peux tout faire ton environnement puis montrer tous tes tests d'avance sans avoir à configurer ta machine de façon quelconque. Là. Tout à fait. Mais donc, les deux produits, à mon avis, je pense au niveau coût, ils doivent être très similaires en coût. Là. Et puis, c'est un choix, vraiment. Là. Des fois, c'est un choix organisationnel aussi, hein, parce que des fois, notre organisation, c'est VMware. Donc, les autres utilisent VMware, donc on est pris avec VMware. Mais ce qui est intéressant avec VMware maintenant, surtout dans la version 5.5, c'est qu'ils permettent de rouler des machines virtuelles Microsoft. Donc, on peut rouler un VMware, puis rouler un VHD, puis se le passer d'un à l'autre, puis c'est fonctionnel. Ouais, le bémol, c'est que je l'ai essayé. J'ai utilisé le player pour rouler une machine virtuelle de Virtual PC. Ce qui arrive, c'est que Le hardware émulé est différent. Exactement. Windows détecte du nouveau hardware, donc il demande une réinitialisation. Là, réactivation, exactement. Voilà la nuance. Ouais, donc, Alors, réactiver, habituellement, ça va bien fonctionner, sauf quand il va vous demander de téléphoner Microsoft. Alors là, c'est toujours plus embêtant. Écoute, tu restes avec nous. Nous, on va faire la chronique à Eric, puis on te revoit à la fin de l'émission. Parfait. Besoin de parfaire vos connaissances des technologies Microsoft? Connexio vous offre la gamme des programmes de formation de Microsoft. Connexio, le carrefour du savoir au www.connexio.com. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté. Éric, de quoi tu veux nous parler presque cette semaine, maintenant, aux 2 semaines, donc ces jours-ci? Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache? Au début du mois, on se rappellera, il y a eu une sorte de drôle de vulnérabilité dans les systèmes d'exploitation de Microsoft, où est-ce qu'on a trouvé, imagine-toi donc, une façon de justement pénétrer dans les fichiers WMF de Microsoft pour pouvoir rouler du code. Donc, les fichiers Windows métaphores. Exactement. Les fichiers vectoriels pour exprimer des dessins. Exactement. Et ça fait une petite polémique au niveau des blogueurs au début du mois, puisqu'il y a eu beaucoup de controverses là-dessus. Ouais, les gens disaient que Microsoft s'était fait un backdoor là, pour vos PC. Là, ils pouvaient rentrer là, de n'importe quand. Écoute, c'est à peine si on n'a pas dit que c'était intentionnel et que Microsoft a fait exprès. Ouais, ça s'est dit. Ben,
justement, quand tu as des vulnérabilités comme ça, le gros problème, c'est que ça arrive, je pourrais dire, au niveau même du format. Le format était vulnérable parce que le Windows Metafile, c'est comme s'il rejouait les instructions. Et si les instructions sont placées dans une certaine façon, on pouvait rouler n'importe quel type de code. Oui, les antivirus pouvaient nous protéger sur certains... Je devrais pas dire antivirus. L'update, le Microsoft Ah Update, oui, ok. lui, Oui, mais ok. ça a Alors, causé une excuse-moi. autre, ça a causé Ouais, une une autre autre polémique. parce que Microsoft, depuis au moins 2 ans, je pense, ils ont tombé un cycle de patch à tous les mois. Ouais. Donc, ils sortent pas out of band dans c'est leur toujours le patching. 10 du mois. C'est Deuxième ça. mardi du mois, oui. Donc, il y a quelqu'un qui est parti puis qui a fait une patch. Puis là, ça a été testé par les systèmes de sécurité, donc toutes les grosses firmes de sécurité. Puis on dit, c'est bon la patch. Prenez la patch du gars. Fait que Parce là, qu'elle est arrivée avant celle de Microsoft. Ben oui, elle est Voilà. arrivé comme le 5 janvier ou le 6 janvier. Donc Microsoft, ne voulant pas que le monde installe quelque chose qui n'est pas une patch Microsoft, ont sorti la patch out of ban. Donc, ça, Oui, c'était un patch assez sérieux. Écoutez, pour vous dire à quel point c'est sérieux, un patch est sorti pour Windows Vista. Normalement, Microsoft ne sort jamais de patch pour les systèmes d'exploitation qui sont encore en bêta, mais là, c'était assez sérieux. Mais on s'entend, il y a des vulnérabilités, il y en a dans les produits Microsoft, il y en a dans les produits de tous les fabricants. Et voici l'ironie, il y a un émulateur qu'on appelle l'émulateur Wine pour rouler Windows sous Linux, et il y avait exactement le même bug là-dedans. Ce qui prouvait que dans le monde open source, c'est pas parce qu'on avait le code ouvert que les gens voyaient les vulnérabilités pour Non. autant. Donc, il y a un certain mythe à croire que c'est parce que tu roules Linux, tu es plus protégé. C'est pas tout à fait, ça peut pas forcément être le cas. Ça, on rentre dans un autre débat, là. Tout à fait. Autre nouvelle intéressante, le Service Pack 3 de Windows XP, beaucoup de gens s'attendaient peut-être à le voir quelque part en 2006, cette année. Eh bien, Microsoft a annoncé en bas d'une page sur leurs updates que ça allait sortir durant la deuxième moitié de 2007. Apparemment, Microsoft n'a pas le temps de sortir de patch parce qu'ils sont très occupés à essayer de sortir Vista en premier, qui est, je pourrais dire, leur cheval de bataille. Ils veulent le sortir en 2006, ça c'est certain. Ah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils veulent le sortir au moins avant le 1er septembre pour qu'il soit sur les étagères Contre pour vents Noël. et marées. Hein? Et comme la rumeur le dit, beaucoup de bonus auprès des grands vice-présidents de Microsoft sont reliés justement à la date de sortie de Windows Vista. Autre nouvelle. On a le nom de code du produit de Windows, la prochaine version de Windows, avant de s'appeler Windows Vista, s'appelait Longhorn. Oui. Et tout le monde s'attendait à ce qui allait suivre par la suite, allait être Blackcomb, qui était comme la suite. Et finalement, Microsoft ont décidé de changer le nom de ce futur produit pour Vienna. Je lisais un blog après-midi de quelqu'un puis il disait, là, on est tous excités parce qu'on parle de nom de code qui change d'une version de Windows qui est... Ils n'ont même pas encore sorti la version actuelle, puis on parle de la version future, puis là, ils changent de nom, puis là, le monde sont tout énervés parce qu'ils changent de nom. C'est assez impressionnant, la communauté dans laquelle on vit. Ben là, moi, je me dis, c'est quoi, changer le nom de code d'un produit que tu développes? Quoi, ils ont trop de temps à perdre, ces gens-là? Ça, en tout cas. J'ai aucune idée. Okay. Alors, il y a des rumeurs qui courent sur le web, justement, que la prochaine version de Office, qui était nommée jusqu'à maintenant nom de code Office 12, serait nommée finalement Office 2007 pour s'harmoniser avec Exchange 2007. Puis moi, j'ai vu après-midi qu'ils ont démenti la rumeur. Pour l'instant. C'est une rumeur, puis c'est pas vrai. C'est une rumeur. Ça veut pas dire que ça s'appellera pas comme ça. Ça serait même probablement un bon nom pour le produit, mais c'est pas encore officiellement le nom. Ce n'est qu'une rumeur. Et là, j'avais comme un peu de temps, ces temps-ci, parce que j'étais entre deux contrats, et là, j'avais comme le goût un peu de tester des nouveaux produits de Microsoft. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de tester leur nouvelle version WinFX, qui inclut notamment le Windows Communication Foundation et le Windows Presentation Foundation et le Windows Workflow Foundation. Alors, j'ai installé ça sur ma machine, et là, je suis en train de tester ça. Il y a en plus un produit que Microsoft a sorti, là, je pense que c'était aujourd'hui. C'est le Expression Interactive Designer, qui était le nom de code Sparkle, pour nous aider justement à créer des programmes. Et je pourrais dire que c'est un designer pour XAML, finalement, pour créer du XAML, pour pouvoir générer nos interfaces Windows. Un paquet de produits que j'ai vraiment pas le temps de regarder. Et il y a aussi le Graphic Designer qui est sorti en version January CTP, là, le CTP de janvier. Là. Est-ce que tu as déjà un feedback à nous donner sur ton appréciation à ce jour? Ou Le programme de setup semble bien rouler.
Donc, on va en savoir plus dans 2 semaines. Tu pourras nous le dire. Je les ai installés, moi, puis ça fonctionne, là, mais j'ai pas été plus loin. Une des choses qu'on va faire maintenant à chaque émission aussi, c'est annoncer ce qui s'en vient parce qu'on a une nouvelle organisation qui est un commanditaire, le groupe utilisateur Visual Studio à Montréal, dans lequel on est beaucoup impliqué, donc ça allait aider à avoir ce commanditaire. Donc nous, on va annoncer à toutes les émissions ce qui s'en vient comme activité. Et on va parler aussi du dernier meeting, là. C'était quoi les sujets, Donc, les conférenciers? On commence par le dernier meeting, ça a été un meeting merveilleux où est-ce qu'on a refait, si je pourrais dire, un mini-lancement pour le groupe d'usagers sur les technologies Visual Studio 2005, SQL 2005, BizTalk 2006. On était un panel de 7 experts. À laquelle on était tous, d'ailleurs. Oui, on était tous sur le panel. Euh, Et donc, nous avons répondu aux questions du public et nous avons aussi regardé les grandes fonctionnalités du produit. Donc, aider les gens qui, pour eux, c'est nouveau, leur permettre de positionner le Visual Studio 2005. C'était surprenant parce qu'on a demandé, il y avait beaucoup de monde au lancement, mais pendant la conférence, on a demandé aux gens quels étaient ceux qui étaient au lancement, puis il y en avait beaucoup de gens qui n'avaient pas été au lancement, ce qui me surprend beaucoup. C'était peut-être 25% étaient allés au lancement, puis le 75% n'étaient pas allés. Ce qui veut dire que c'est pas tous les gens qui peuvent se libérer une journée dans la semaine. Oui, il faut dire aussi que c'était sold out assez rapidement. Il fallait que tu agisses vite si tu voulais être présent. La prochaine réunion du groupe est le 6 février. Oui, c'est le 6 février. Alors, c'est une conférence par Jean-Claude Moïse à propos du produit qui se nomme DevPartner Studio de CompuWare. La compagnie CompuWare, qui est un produit, un peu une suite de produits là, qui comprend des analyseurs de code, couverture de code, performance. Oui, ils sont très, très, très forts au niveau d'un produit de performance. Analyse pour les sites web pour voir si tu as des injections d'SQL injection. Ouais, ils ont des produits assez uniques là, puis assez pointus. Là, donc, pour ceux qui veulent savoir, est-ce que mon code est assez robuste? Est-ce qu'il est assez solide? Est-ce qu'il est assez sécuritaire? Est-ce qu'il est assez performant? Le produit pourrait nous aider à répondre à ces questions-là. Oui, et M. Moïse m'a mentionné le fait qu'un spécialiste des États-Unis de la compagnie CompuWare allait faire le voyage à Montréal pour nous présenter le produit. Ce ne sera pas juste lui qui va être conférencier. Non, exactement. Ils vont-tu faire tirer une version de DevPartner? Je sais pas. Est-ce que la conférence va être en anglais ou en français? En anglais. Parfait. Ben écoute, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait traiter aujourd'hui. Donc, juste rappeler à nos auditeurs qui veulent s'inscrire pour le tirage, d'aller sur notre page web. Et on a besoin d'un mot-clé. Tout à fait. Étienne, quel serait le mot-clé? Ça serait virtuel. Étienne, on te remercie. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir comme invité encore. Ça me fait énormément plaisir d'être venu. J'apprécie beaucoup que vous me réinvitiez. Ça a dû être bon la première fois si vous me réinvitez encore une fois. On n'a pas eu trop de plaintes, en tout cas, la première fois. Non, c'était même la première émission que tu avais faite. C'était une des émissions qui avait eu beaucoup de downloads. Oui, je me suis. Donc, on revoit nos auditeurs le 8 février prochain, où on va avoir une émission où on va parler de ITIL. Nos invités vont être Marc Taillefer et Jean-Claude Baudry. Puis, sur ça, à la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.